Et si la vraie défaite européenne n'était pas politique, mais industrielle? L'Europe a tourné la page du gaz russe, célébrant en grande pompe la victoire de l'indépendance énergétique. Mais derrière les discours officiels, c'est un tout autre scénario qui se dessine. Ce n'est pas juste la fin d'un contrat, c'est la fin d'une époque. 50 ans où les usines européennes tournaient à plein régime grâce à une énergie fiable et bon marché. Désormais, les pipelines, comme Nord Stream, ne sont plus que des cimetières d'acier engloutis sous la mer Baltique, des milliards d'euros irrémédiablement perdus. Mais à quel prix s'est faite cette rupture? Explosion des factures d'énergie, usines qui ferment, géants de la chimie qui délocalisent, et ce qui s'annonçait comme une renaissance industrielle vire à la désillusion. L'Allemagne, autrefois moteur économique du continent, voit son miracle industriel menacé. Les prix de l'énergie, aujourd'hui 3 fois plus élevés qu'aux États-Unis ou en Chine, poussent de plus en plus d'entreprises à fuir le continent. La désindustrialisation n'est plus un spectre, c'est une réalité. Des emplois disparaissent, les salaires stagnent, et le niveau de vie de millions d'Européens vacille. Quant à la parade du gaz naturel liquéfié venu d'Amérique, elle relève de l'illusion. Plus cher, plus volatile, il ne remplace pas le gaz russe. C'est une dépendance qui coûte cher, sans aucune garantie pour l'avenir. Pendant que les ambitions politiques s'affichent à Bruxelles, les lois implacables de l'économie et de la physique rappellent à l'ordre. Sans énergie abordable, pas d'industrie compétitive. Aujourd'hui, l'Europe est à la croisée des chemins, devenir un musée industriel ou inventer un nouveau modèle énergétique. Mais une chose est sûre, la facture de cette indépendance est colossale, et la promesse d'une transition douce s'est envolée, emportant avec elle des décennies de prospérité. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce basculement historique, revenons sur les faits et les chiffres qui montrent comment l'Europe s'est enfermée elle-même dans cette impasse. Comment en est-on arrivé à transformer un pont énergétique en ruine géopolitique? Pendant des décennies, l'Europe s'est appuyée sur une promesse simple. Du gaz russe, bon marché, livré directement par pipeline. C'était la colonne vertébrale de notre industrie, le carburant discret de notre prospérité. Qui se souvenait, il y a encore 3 ans, que des millions d'emplois allemands, français ou italiens dépendaient en réalité de ces molécules venues de Sibérie? Grâce à Nord Stream, Yamal, ou encore les gazoducs qui traversaient à l'Ukraine, l'Europe bénéficiait d'une énergie abondante, à prix maîtrisé, sans les complications du transport maritime. Les usines tournaient à plein régime, la chimie allemande dominait l'export mondial, et Made in Europe était synonyme de qualité et de compétitivité. Mais cet équilibre s'est brutalement effondré. Les pipelines qui reliaient la Russie à l'Europe, véritables artères énergétiques, sont aujourd'hui devenus des vestiges inutilisés, voire inexploitables. Nord Stream, autrefois symbole de coopération, n'est plus qu'une carcasse sous la Baltique. Les itinéraires via l'Ukraine, eux aussi, sont en train de disparaître avec la fin des contrats historiques. En moins de 2 ans, les infrastructures, qui valaient des milliards, se sont transformées en lignes fantômes, rappelant une époque révolue. En parallèle, la Russie, loin de simplement fermer le robinet, a tourné la page. Sa stratégie, mûrie depuis 2006, est maintenant réalité. Tous les efforts logistiques se déplacent vers l'Asie, notamment la Chine. Les nouveaux projets comme Force de Sibérie 2 ou le développement des capacités arctiques détournent durablement les volumes qui alimentaient autrefois l'Europe. Même dans un scénario où la politique s'inverserait, il serait désormais pratiquement impossible de revenir en arrière. La logistique russe ne regarde plus vers l'ouest. Pour l'Europe, il ne reste qu'un maigre filet, Turk Stream. Ce pipeline, dernier vestige du passé, ne dessert plus que quelques partenaires fidèles comme la Hongrie ou la Serbie. Sa capacité est dérisoire comparée aux 150 milliards de mètres cubes annuels qui irriguaient jadis notre continent. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'un symbole. La véritable coupure s'est produite début 2024, avec un règlement européen qui interdit purement et simplement toute importation de gaz russe. Acheter du gaz, même physiquement possible, serait désormais un suicide juridique pour n'importe quelle entreprise européenne. Les portes sont closes.
Pourquoi est-ce si grave? Parce que le gaz russe, livré par pipeline, était unique. Pas de coût de liquéfaction, pas de frais de transport maritime, pas de concurrence folle sur les marchés spot. Une énergie stable, prédictible et surtout peu chère. Cet avantage structurel a disparu du jour au lendemain. Désormais, les industriels doivent acheter leur gaz au prix mondial, se battre avec l'Asie, subir des variations brutales et payer beaucoup plus cher. Résultat, ce sont tous les Européens qui voient la facture grimper, du prix de l'électricité à celui des biens de consommation, sans parler de la menace sur l'emploi et la capacité à innover. Mais la véritable crise commence lorsque l'Europe tente de remplacer ce gaz perdu par des alternatives beaucoup plus chères et risquées. Un gaz plus cher, c'est bien plus que des factures élevées, c'est la fuite de l'industrie. Depuis l'abandon du gaz russe, l'Europe s'est retrouvée propulsée sur le marché mondial de l'énergie, exposée à la loi de l'offre et de la demande, aux tensions géopolitiques et à la volatilité des prix. Les tankers de GNL américains ou qataris, censés remplacer le gaz russe, sont soumis à des itinéraires incertains. La moindre tension au Proche-Orient, la moindre crise maritime et le coût du transport s'envolent de 30 à 40%. Rien qu'en mars, le temps d'acheminement du gaz qatari vers l'Europe a bondi de 14 jours à cause des perturbations en mer Rouge. Résultat, les prix sur les marchés européens s'envolent et les industriels ne suivent plus. Les nouveaux terminaux méthaniers, ouverts à la hâte sur la côte européenne, ne compensent pas vraiment la perte du gaz russe. Oui, les importations de GNL ont battu des records, mais chaque année, il manque environ 40 milliards de mètres cubes de gaz, rien que pour maintenir l'industrie lourde européenne au niveau d'avant-crise. Ce déficit structurel, additionné à des prix parfois 3 ou 4 fois supérieurs à ceux des États-Unis ou de la Chine, a des conséquences immédiates. Face à cette situation, les grandes entreprises européennes ont dû faire un choix cruel, mais rationnel. Elles ne se battent plus pour le gaz, elles déménagent là où il est abordable. BASF, géant de la chimie allemande, investit désormais massivement en Chine et aux États-Unis, plus de 10 milliards d'euros pour ouvrir de nouvelles usines, loin de l'Europe. Les pétrochimistes, pour qui le gaz est une matière première essentielle, n'ont plus les moyens de produire ici. Quand le coût du gaz triple par rapport au Texas ou au Guangdong, maintenir ces activités devient absurde. Le choc ne s'arrête pas à la chimie. L'automobile n'est pas épargnée. Volkswagen et BMW, confrontés à des factures énergétiques délirantes, réorientent leurs investissements vers les États-Unis et le Mexique. Là-bas, produire une voiture électrique coûte bien moins cher et les incitations fiscales américaines font le reste. Ironie tragique. L'Europe rêve d'être un champion du Green Deal et des technologies du futur, mais ses industriels fuient car le coût de l'énergie rend tout simplement la fabrication de ces produits trop chers pour le consommateur moyen. Résultat, on entre dans un cercle vicieux où la production chute, l'innovation stagne, les emplois disparaissent. Ce mouvement de désindustrialisation n'est plus une menace abstraite, mais un phénomène massif. Rien que sur le début de l'année, plus de 20 grandes entreprises européennes ont officialisé le transfert d'usines et de sièges vers l'Amérique. Mais l'impact ne s'arrête pas aux grands noms. Autour de chaque usine qui ferme, c'est tout un tissu de PME, de sous-traitants, de logistique et de services qui s'effondrent. L'Allemagne, longtemps modèle de stabilité sociale, voit son Mittelstand, ces milliers d'entreprises familiales, vaciller. Lorsqu'une aciérie ou une raffinerie ferme, ce sont non seulement des ouvriers qui perdent leur emploi, mais aussi les fournisseurs de pièces, les transporteurs, les services de maintenance. Chaque délocalisation, chaque licenciement, c'est un savoir-faire qui s'éteint, une région qui se paupérise, une Europe qui perd sa colonne vertébrale industrielle. Ce cercle vicieux, chômage, perte de compétences, désertification des bassins industriels, menace le niveau de vie de millions d'Européens. Et le pire, c'est que les produits européens deviennent tellement chers à produire qu'ils ne trouvent plus preneurs sur les marchés mondiaux. L'ancien label « Made in Germany » n'est plus synonyme d'avenir, mais risque de devenir l'épitaphe d'une époque où l'énergie était abondante et peu coûteuse. Alors, si l'Europe souffre ainsi de son propre sevrage énergétique, une question cruciale se pose. Qui sont les véritables gagnants de cette nouvelle donne sur le marché de l'énergie ?
Qui profite de l'hémorragie industrielle européenne et façonne désormais les règles du jeu? C'est ce que nous allons voir tout de suite. L'Europe a-t-elle vraiment gagné en indépendance ou a-t-elle simplement multiplié les chaînes? La fin du gaz russe n'a pas effacé la dépendance énergétique du vieux continent. Elle l'a éclatée, recomposée, compliquée. Aujourd'hui, la nouvelle carte du gaz en Europe se lit en 4 couleurs, et chacune a son prix, ses risques, ses calculs. Premier acteur, la Norvège. En mars, Oslo est devenu le premier fournisseur de gaz à l'Union européenne. Plus de 28% du gaz importé vient désormais de là-bas. Les investissements offshore ont explosé, et la Norvège profite à plein régime de ce nouvel âge d'or. Mais cette manne ne durera pas. Les experts préviennent. Les réserves déclineront dès le début des années 2030. D'ici là, la Norvège n'a aucune raison de brader ses prix, surtout sachant qu'il n'y a plus de gaz russe bon marché en face. Deuxième pilier, les États-Unis. Le gaz naturel liquéfié américain occupe aujourd'hui un quart du marché européen. Mais là, la stabilité est toute relative. Il suffit qu'une crise éclate au Moyen-Orient ou qu'un tanker soit attaqué dans le détroit d'Ormuz, et le prix du gaz s'envole de 30% en une semaine. C'est exactement ce qui s'est produit début mars. Washington ne se contente pas de vendre de l'énergie. Le gaz devient un levier, avec des contrats « prends ou paie » qui lient l'industrie européenne aux terminaux américains pour 10 ans, voire plus. Une dépendance verrouillée, sur laquelle l'Europe a peu de prise. Vient ensuite l'Algérie. En 2026, ses exportations vers l'Europe ont bondi de 22%, via la Méditerranée. Mais cette source est tout sauf garantie. L'instabilité chronique de l'Afrique du Nord et l'augmentation de la demande intérieure algérienne rendent cet approvisionnement précaire sur le long terme. Un robinet qui peut se refermer à tout moment. Enfin, l'Azerbaïdjan. Le gaz caspien coule désormais directement vers l'Allemagne et l'Autriche, mais les capacités du corridor gazier sud restent limitées. 10 à 15 milliards de mètres cubes supplémentaires. C'est une goutte d'eau pour une industrie européenne qui en consommait des centaines de milliards. De plus, la région est instable, et rien ne garantit la constance de ces flux. Le résultat? L'Europe a troqué un fournisseur principal, prévisible, contre une coalition de partenaires, chacun dictant ses conditions. Le gaz coûte aujourd'hui 2 fois plus cher qu'avant la crise, autour de $12 par million de BTU, et aucun des nouveaux maîtres du jeu n'a intérêt à baisser les prix. Au contraire, ils profitent du bonus de sécurité que Bruxelles doit payer pour garantir ses livraisons, enfermés dans des contrats rigides et soumis à tous les risques géopolitiques du globe. Cette nouvelle indépendance ressemble donc à une illusion coûteuse. L'Europe est devenue un marché captif, prisonnière de coalitions qui la voient non plus comme un partenaire, mais comme une vache à lait. Chaque tension sur la scène internationale, chaque incident sur une route maritime, se répercute directement sur nos factures, notre industrie, notre niveau de vie. Dans ce contexte, la grande question s'impose. La solution verte prônée par Bruxelles peut-elle vraiment sortir l'Europe de ce piège, ou n'est-ce qu'un mirage de plus, potentiellement fatal pour notre économie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que l'Europe paie pour une illusion verte, ou survivra-t-elle grâce à un choc d'innovation? C'est la question centrale, et, soyons honnêtes, personne n'a intérêt à se contenter de slogans. Oui, aujourd'hui, plus de 30% de l'électricité européenne provient des sources renouvelables, solaires, éolien, hydrauliques. Les courbes sont impressionnantes, les communiqués triomphants. Mais derrière le storytelling, la réalité industrielle ne s'aligne pas. L'industrie, elle, ne peut pas fonctionner sur le simple espoir qu'il y aura du soleil ou du vent à l'instant T. Résultat, malgré la montée du renouvelable, les leaders européens se sont réunis d'urgence en mars 2026. Pourquoi? Parce que le coût de l'électricité industrielle reste à un niveau rédhibitoire. 180 € le mégawatt par heure en Allemagne, alors que le seuil de compétitivité industrielle tourne autour de 50 €. Pour les usines, la facture ne suit plus. La délocalisation devient parfois la seule option. Pourquoi une telle différence? Parce que, pour garantir une alimentation stable aux industries, il faut des réserves. Or, ces capacités de secours,
C'est aujourd'hui le gaz naturel liquéfié, hors de prix, et souvent importé de loin. Donc, on paie 2 fois, pour installer les éoliennes, puis pour faire tourner les centrales à gaz quand il n'y a plus de vent. C'est la double peine, qui plombe la compétitivité continentale face aux États-Unis ou à la Chine. Et en parlant de Chine, il faut regarder la face cachée du miracle vert. Près de 90% des composants essentiels pour les panneaux solaires et les éoliennes, les terres rares, les modules photovoltaïques, viennent désormais de Pékin. Autrement dit, l'indépendance énergétique de l'Europe s'est transformée en dépendance technologique et géopolitique à la Chine, qui, dès mars 2026, a commencé à restreindre l'exportation de graphite et de certains métaux critiques. À chaque tension commerciale, c'est tout le modèle énergétique européen qui tremble. Alors, face à cette impasse, le nucléaire revient en force sur la table. On pensait l'avoir rangé au rayon du passé? Faux. En mars, 16 pays de l'UE, menés par la France, ont lancé une sorte d'alliance nucléaire. Pour la première fois depuis des décennies, Bruxelles parle de relancer massivement la filière, avec des petits réacteurs modulaires et même une enveloppe de 200 millions d'euros pour accélérer la recherche. L'idée, retrouver une électricité abondante, bas carbone et surtout prévisible, avec pour objectif de ramener le prix industriel sous la barre des 60 € le mégawatt par heure. Mais ce pari implique des investissements colossaux, alors même que les finances publiques sont sous pression. Concrètement, l'Europe est donc à la croisée des chemins. 3 scénarios se dessinent. Le premier, c'est celui du musée de services, où le continent mise tout sur les finances, le tourisme, les hautes technologies, mais abandonne la production lourde au profit des États-Unis et de l'Asie. Le deuxième, c'est le renaissance nucléaire. L'Europe assume un virage massif vers l'atome, tente de retrouver une énergie compétitive et sauver ce qui peut l'être de son industrie. Troisième option, plus pragmatique, un compromis géostratégique. Peut-être faudra-t-il accepter de nouvelles dépendances, négocier avec d'autres fournisseurs, mixer nucléaire, renouvelable et importation au mieux. Dans tous les cas, le choix qui se fait aujourd'hui est existentiel. Dans 5 ans, soit l'Europe aura amorcé un rebond industriel, soit elle aura basculé dans un déclassement irréversible, condamnée à regarder le train de l'innovation passer depuis le quai. La question maintenant, face à ce carrefour, quel futur l'Europe se choisit-elle réellement? La vraie question, l'Europe saura-t-elle transformer ce choc énergétique en opportunité, ou va-t-elle s'enfoncer dans le déclin industriel? C'est là tout l'enjeu de cette période charnière de notre histoire. Derrière les discours officiels qui se félicitent d'avoir coupé le cordon avec le gaz russe, il y a une réalité beaucoup plus brute. L'Europe a perdu ce qui faisait sa force industrielle depuis la Seconde Guerre mondiale, une énergie abondante et bon marché. Aujourd'hui, ce choix politique n'a pas été sans conséquences. Pour la première fois depuis des décennies, le mode de vie européen, fait de confort, de stabilité et de progrès, est remis en cause. C'est notre pouvoir d'achat, nos emplois et même nos perspectives d'avenir qui vacillent. En nous éloignant du gaz russe, l'Europe a sacrifié un pilier essentiel de son modèle économique. Ce n'est pas simplement une question de ressources, c'est tout un système qui s'effondre, car ce système était bâti sur l'accès privilégié à une énergie peu coûteuse. Désormais, l'Europe ressemble moins à un centre industriel rayonnant qu'à un îlot de stabilité coûteuse, tentant désespérément de préserver son niveau de vie, tout en perdant les outils qui permettèrent de le créer. Le choc est tel qu'il n'existe plus de sortie sans perte. Le continent est placé face à un choix difficile entre un déclin contrôlé ou un effondrement brutal. Et soyons clairs, la décision prise en 2022 de tourner la page du gaz russe a mis un terme à toute une époque. Moscou regarde désormais vers l'Asie, adapte son économie et trouve de nouveaux débouchés. L'Europe, elle, a bâti une forteresse énergétique, mais le prix à payer pour l'entretenir est vertigineux. Notre analyse nous amène à distinguer 3 scénarios possibles pour l'Europe. Le premier, le plus probable, c'est celui d'un silence industriel. L'Europe garde un leadership dans la finance et la haute technologie, mais abandonne définitivement la production lourde. Les usines de sidérurgie, de chimie ou de plastique migrent vers les États-Unis ou l'Asie, où l'énergie reste abordable.
Dans ce scénario, le continent risque de devenir un vaste musée, propre et stable, mais appauvri par la disparition d'un vrai secteur productif. Les recettes fiscales s'amenuisent, les États peinent à financer le modèle social, et le fossé se creuse entre l'Europe et ses concurrents mondiaux. Le deuxième scénario, c'est celui d'un pari audacieux sur le nucléaire. Bruxelles lève tous les freins, et dans les 5 prochaines années, des dizaines de réacteurs modulaires voient le jour sur tout le continent. C'est le seul moyen de retrouver une électricité à un prix industriel, mais cela exige des investissements colossaux et une volonté politique sans faille. Sommes-nous prêts à faire ce saut? Enfin, le troisième scénario, plus hypothétique, serait une reconfiguration du paysage géopolitique mondial, poussant l'Europe à renouer des liens pragmatiques avec ses anciens fournisseurs. Mais ici aussi, le retour en arrière est illusoire. Même un hypothétique retour du gaz russe ne serait plus ni direct, ni bon marché. Le privilège de l'énergie bon marché appartient définitivement au passé. En fin de compte, l'Europe n'est pas dans l'impasse par manque d'énergie, mais parce qu'elle n'a plus accès à une énergie compétitive. Et derrière ce bouleversement, c'est l'avenir du modèle européen, du progrès et du pouvoir d'achat qui se joue aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Ce choc sera-t-il le coup de froid qui forcera enfin le vieux continent à inventer l'énergie du futur, ou bien le début d'un lent déclin face à des rivaux qui avancent plus vite? Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Dites-moi selon vous, quelle stratégie l'Europe devrait-elle adopter? Pensez-vous qu'elle a encore les moyens de rebondir, ou faut-il déjà s'habituer à un nouveau mode de vie? Partagez vos arguments dans les commentaires. Je les lis tous. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre la situation, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains grands bouleversements géopolitiques. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. À très vite pour une nouvelle plongée au cœur des enjeux mondiaux.